Intervenants que je vais vous présenter rapidement. Ils le feront mieux eux-mêmes hein, quand ils prendront la parole. Notre première, je vais faire dans l'ordre de passage, notre première intervenante, Claire Balva, Blockchain France. Ensuite, Harold Zimé, Holders. Puis Christian Sinobas de Kiwi. Et enfin, Hugues Lebré du compte Nickel. Voilà. Pratico-pratique, ils vont prendre la parole chacun pendant une petite dizaine de minutes. Puis si on peut prendre quelques questions. Mais sinon, une fois de plus, c'est dans la session mise de speaker que vous pourrez vous adresser à eux directement. Tout le monde est bien installé? Il y a des mouvements. Hein. Claire, dites-nous tout. Alors, donc moi, comme tu l'as dit, je suis la cofondatrice de Blockchain France. Blockchain France, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la découverte et l'exploration de la blockchain. Alors, qui d'entre vous a déjà entendu parler de la blockchain? Ok. Et qui sait à peu près ce que c'est? 2, 3, ok. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement ce que c'est que la blockchain pour après un petit peu plus développer sur comment ça peut être utile aux banques et à la fintech en général. La blockchain, c'est tout simplement un registre, une base de données de transactions effectuées dans une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, comme Bitcoin par exemple. Qui connaît Bitcoin dans la salle? Ah bon, déjà beaucoup plus. Ok. Donc, par exemple, la blockchain de Bitcoin, c'est toutes les transactions qui ont été effectuées en Bitcoin depuis la création de Bitcoin, donc en 2008. Et ces transactions sont regroupées en blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs, donc une blockchain. Bon, jusque-là, il n'y a rien de transcendant. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Parce qu'en fait, la blockchain, elle fonctionne toute seule, sans organe central de contrôle. En fait, elle ne va pas être stockée sur un serveur central. Elle va être stockée sur tous les ordinateurs ce qu'on appelle des nœuds, donc des participants au réseau. Vous, aujourd'hui, vous pouvez décider de télécharger sur votre ordinateur la blockchain du Bitcoin et donc de participer au réseau distribué. Et même plus que ça, en fait, les transactions elles-mêmes ne sont pas validées par une personne ou par une entreprise, mais par l'ensemble des validateurs du réseau qu'on appelle les mineurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle justement beaucoup de la blockchain, parce qu'elle permet de faire des transactions véritablement de pair à pair, sans intermédiaire, et donc sans banque. Donc ça fait évidemment un petit peu peur au système bancaire, mais moins que ce qu'on croit, puisque justement, les banques essayent de s'approprier cette technologie. On voit aujourd'hui qu'il y a par exemple un consortium qui s'appelle R3CEV, qui regroupe une quarantaine de banques, justement pour essayer de comprendre à la fois ce que c'est que la blockchain et comment ils peuvent s'en servir pour optimiser leur process interne, pour économiser en frais de transaction. Parce qu'en fait, justement, ces transactions, non seulement elles sont pair à pair, mais elles sont aussi moins chères, il y a des frais de transaction qui sont bien moindres et elles sont plus rapides. Par exemple, sur Bitcoin, quand vous effectuez une transaction, vous envoyez un Bitcoin à votre frère, ça prend une dizaine de minutes seulement et ça vous coûte environ 7 centimes. Ce qui fait que par rapport à des systèmes comme Western Union, si vous voulez envoyer de l'argent à l'étranger, vous avez souvent bien plus intérêt à passer par des crypto-monnaies, comme Bitcoin, mais il y en a plein d'autres, que par des services classiques qui permettent d'envoyer de l'argent dans d'autres pays, de convertir son argent dans d'autres monnaies. Alors, la blockchain a d'autres applications que de la transaction pure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait un tel buzz dans les médias, parce qu'en fait, non seulement ça permet d'envoyer de l'argent pair à pair, mais ça permet d'horodater des données. Quand vous faites une transaction, vous pouvez en plus insérer un petit texte dans votre transaction, et donc vous pouvez insérer ce qu'on appellerait l'empreinte digitale d'un document, une donnée cryptée d'un document. Et comme tous les blocs de la blockchain sont horodatés, ça peut permettre de vérifier que le document que vous avez en main existait bien tel jour à telle heure. Et donc ça permet une bien meilleure traçabilité de tout un ensemble de process. Par exemple, on peut imaginer que tous les process de facturation sont enregistrés dans la blockchain, et donc vous êtes sûr que telle facture a été émise tel jour à telle heure. Au-delà de ça, on peut même créer ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts, qui sont en fait ni des contrats ni intelligents, sont juste des programmes qu'on va mettre dans la blockchain. C'est des programmes qui fonctionnent en 6
quelque chose arrive, alors effectuer telle transaction. Donc pour prendre un exemple un peu glauque, ça va être si je meurs, transférer tous mes bitcoins à mes enfants. Alors vous allez me dire, comment est-ce que la blockchain peut savoir si je suis mort ? En fait, vous avez des logiciels qui vont se greffer à cette blockchain, qui vont aller puiser des données dans des bases de données publiques et qui vont les insérer, qui vont les inputter, si vous voulez, dans la blockchain et qui vont permettre le déclenchement de ces smart contracts. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de coupler cette technologie de smart contract avec la blockchain ? Parce que quand votre smart contract est dans la blockchain, vous ne pouvez plus le modifier. Plus personne ne peut le modifier, il est gravé dans le marbre. Et ça intéresse aujourd'hui beaucoup d'entreprises parce que ça permet d'automatiser un grand nombre de process, que ce soit dans la banque, dans la finance, mais même aussi dans l'assurance. On pourrait automatiser des assurances voyage, par exemple. Et c'est là qu'on voit justement que toutes les grandes entreprises ont vraiment intérêt à s'intéresser à la blockchain. Et aujourd'hui, moi j'ai un petit peu l'impression qu'on dit que la blockchain va tuer les banques, alors qu'en fait, elle va aussi aider les banques à innover. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme à l'époque où sont apparues les banques en ligne, où on disait finalement ça va tuer tout le business des banques et les agences. Aujourd'hui, on voit que toutes les banques ont en fait des agences en ligne. Donc c'est aussi un moyen pour elles d'économiser en frais internes et d'innover, de créer de nouveaux business models. Donc voilà un petit peu si j'espère que j'ai été claire. Tout cela est bien légal, rassurez-nous. Comment ? Tout cela est bien légal. Alors, peer-to-peer, Bitcoin, c'est souvent entouré de nébuleuses un peu comme ça, de doutes. Alors c'est une très bonne question. Pour être très honnête, il y a un flou juridique sur le sujet. Notamment en France, il n'y a pas vraiment de loi qui légalise, interdit, etc. Donc on ne sait pas trop où on en est, sachant que ça peut être très différent selon les pays. Il y a des pays qui vont considérer que Bitcoin est une monnaie, d'autres qui vont considérer que c'est un actif, d'autres qui vont carrément interdire Bitcoin. Donc là-dessus, en plus, Bitcoin n'a pas de territorialité, puisque ce n'est pas une entreprise qui est domiciliée quelque part, c'est juste un ensemble d'ordinateurs qui fonctionnent. Donc là-dessus, je ne peux pas vous dire si c'est légal ou pas légal. La vérité, c'est qu'en fait, ça dépend où on est, et encore, parfois, on n'en sait rien. En fait, c'est très nouveau, donc il y a un flot juridique qui permet de... C'est ça. Voilà, et en plus, comme la technologie, en fait, n'est pas vraiment mature, c'est très compliqué pour le législateur non seulement de comprendre ce que c'est, et puis d'arriver à créer des lois sur un truc qui n'est même pas vraiment terminé, quoi. Est-ce que les banques sont, vous l'évoquiez, est-ce que les banques sont menacées par ces nouveaux principes, ou est-ce qu'elles vont se dire rapidement on va investir, acheter? Elles l'ont fait pour les banques en ligne, hein. Toutes les banques en ligne qui étaient des startups au départ sont aujourd'hui détenues par les plus grandes banques. Est-ce que vous pensez qu'elles vont avoir envie de, entre guillemets, tuer cette innovation, si c'est possible? La tuer, je ne sais pas. Alors déjà, elles vont s'en servir en interne, hein, ça c'est sûr, pour elles-mêmes économiser en frais de transaction entre les banques. Je pense aussi qu'il est probable qu'elles rachètent des startups qui travaillent sur le sujet. Vous avez déjà des startups qui travaillent au transfert d'argent à l'international avec la blockchain. Vous avez des startups comme Abra ou Monetis qui vont vous permettre d'envoyer en quelques minutes votre argent à l'autre bout du monde, quasiment sans frais de transaction ou presque. Donc forcément, pour beaucoup de banques, c'est un peu flippant, quoi. Ça disrupte, entre guillemets, tout leur modèle. Je pense qu'il est probable soit que les banques essayent de monter exactement les mêmes services, soit qu'elles rachètent ces startups, justement pour éviter de tuer tout leur modèle. C'est la fin de l'agence bancaire aussi? C'est la fin vous parlez de modèles qui se disruptent? C'est la fin de ce qu'on peut imaginer que ce serait la fin de la banque telle qu'on la connaît aujourd'hui? Alors la fin, le mot est peut-être un petit peu fort parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Mine de rien, Bitcoin, ça existe depuis 2008. Donc c'est quand même pas un truc qui est né juste il y a 3 mois. Donc je pense que si ça doit être la fin des banques telles qu'on la connaît aujourd'hui, ça va encore prendre quelques années pour que le modèle des banques soit vraiment réinventé. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'était maintenant une blockchain? C'est beaucoup plus clair? Bon, moi aussi. C'est moi aussi parce que j'ai eu du mal à comprendre au début, donc vous êtes très bonne pédagogue. C'est gentil, merci. Harold Zimé, Hookers. Vous avez Holders. aussi... Holders, pardon. Hookers, ça n'a rien à voir. Pardon, vous êtes dans le même genre de disruption. Vous avez proposé quoi d'ailleurs? Expliquez-nous. Oui, il y a un chiffre qui est sorti en août sur les épargnes. C'est que quand vous épargnez 1 000 €, à la fin de l'année, ça vous fait 7 €. C'est le prix d'un sandwich. Donc quand on réfléchit un peu à ça, on se rend compte que c'est un peu scandaleux en fait, ce qui se passe.
Et donc c'est ce qui explique... Quand je place 1 000 euros, ça me rapporte que 7 euros en fin d'année. Oui, quand vous considérez un livret A, un PEL, etc. Enfin, ça, c'est la réalité. D'accord. Et donc quand vous regardez ça, vous vous rendez compte que c'est un peu scandaleux. Et c'est ce qui explique qu'il y a des fintechs comme celle de Hugues Lebret ou les miennes qui connaissent aujourd'hui une croissance forte. Aujourd'hui, on a 1000 personnes par semaine qui rejoignent Holders parce qu'aujourd'hui, elles ont des nouvelles possibilités d'épargne. Possibilités d'épargne en quoi faisant en investissant dans les innovations qui vont révolutionner leur quotidien. Alors, il y a quelques jours, c'était mercredi, je faisais un co-funding live avec les organisateurs et je posais la question dans la salle, combien connaissent Blablacar? Quasi-totalité connaissait Blablacar. Même question sur Le Bon Coin. Qui a déjà utilisé Le Bon Coin? Beaucoup. Alors, c'est marrant parce que c'est des startups, des PME aujourd'hui qui créent de la valeur, qui sont en forte croissance, qui ont recruté beaucoup de personnes, qui ont créé de la valeur pour leurs investisseurs. Et il y a 5 ans, il y en avait très peu qui savaient ce que c'est que Blablacar. Et ce que Holders permet aujourd'hui, c'est de permettre à tout le monde d'investir, donc d'épargner en investissant dans ce type d'innovation qui vont changer et révolutionner notre quotidien. Alors quand je parle d'innovation, ce n'est pas des projets qui viennent juste d'être créés. C'est des PME en fait, c'est des sociétés qui ont déjà un début de chiffre d'affaires, qui sont dans cette phase d'accélération. Et ce qui est important pour nous, c'était d'apporter le maillon qui manquait, c'est-à-dire la sécurité, la qualité en fait des dossiers. Parce que contrairement à des plateformes d'investissement qui existent, nous, Holders, parce qu'on considère que c'est quelque chose de sérieux, on va investir dans toutes les sociétés sur la plateforme. Donc Holders, c'est quoi? C'est une plateforme de co-funding qui permet à tout le monde d'épargner la somme qu'il souhaite dans les innovations dont il a besoin, dans la santé, la silver economy, les objets connectés, aux côtés de Holders et de professionnels d'investissement qui sont des fonds, des family office, des banques. Alors l'histoire que j'aime bien raconter, c'est celle de Daniel, en fait, qui est un investisseur de Holders qui investit il y a quelques semaines dans une société qui s'appelle Neuro6. Neuro6, c'est une société en fait, qui crée des molécules naturelles contre la maladie d'Alzheimer. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui existe là-dessus, et eux, ils créent ça. Et Daniel expliquait qu'il investissait ces quelques milliers d'euros parce qu'il trouvait que Neuro6 avait trouvé une solution pour sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Aussi, il voyait qu'il y avait une cinquantaine ou une centaine d'investisseurs partout en France, des Belges, qui investissaient dans la boîte. Et ce qui le rassurait aussi, c'est que nous, on mettait plusieurs kilos d'euros dans la boîte, donc ça voulait dire, bon, enfin, a priori, c'est sécurisant. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le Crédit Agricole mettait 100 000 euros avec nous, en toute transparence, dans les mêmes conditions d'investissement. Donc c'est ça en fait que Holders et les fintechs que nous représentons créent en fait. C'est la transparence, c'est l'accès à de nouvelles types d'épargne, et c'est surtout montrer qu'aujourd'hui, je pense que si je pose la question dans la salle, combien ont des smartphones? Tiens, combien ont un smartphone dans la salle, s'il vous plaît? Donc il y a quasiment tout le monde. Ben, ce qui se passe avec les banques, c'est qu'elles sont en train d'être ubérisées par ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de prendre rendez-vous pour un samedi après-midi avec une banque pour qu'elle nous explique comment faire un sandwich à la fin de l'année. On veut pouvoir simplement décider dans quoi investir, dans quoi épargner. Et finalement, ce qui est génial, c'est qu'en épargnant comme ça, vous créez des emplois, parce qu'en 2 ans, on a créé une cinquantaine d'emplois. Vous créez en fait une plus-value et surtout, vous développez les innovations dont vous avez besoin. Donc finalement, vous créez le monde dont vous rêvez, c'est ça. Et donc on ne va pas attendre un politicien ou un économiste ou un grand savant qui va nous expliquer comment faire. C'est qu'aujourd'hui, Blablacar, c'est nous qui avons décidé que c'était une solution idéale. C'est nous qui avons décidé qu'avec Le Bon Coin, on peut vendre notre appartement, on peut acheter tout ce qu'on veut, on peut même trouver de l'emploi sur Le Bon Coin, alors qu'il y a 5 ans ou 10 ans, bon, enfin, il fallait s'accrocher. Voilà. C'est un peu ce que Holders fait et c'est en quoi on ubérise que les banques, on ubérise un peu les banques. Est-ce que vous avez investi un domaine où les banques n'étaient pas très présentes, c'est-à-dire le financement de PME dans la phase de développement, ouais. Ou est-ce que vous êtes venu clairement, frontalement leur piquer un marché? Alors, nous, ce qui m'a un peu choqué, moi, à l'époque, parce que j'ai un passé de financier, donc je pense que je me rachète aussi une conscience. Ce qui m'a choqué un peu, c'est que notre rôle, donc moi, mon rôle à l'époque, j'étais trader, c'était d'apporter de la valeur en fait aux banques. Et ce qui m'a choqué personnellement, c'est que
les sociétés qui créent des emplois, c'est des PME. C'est des startups, c'est des sociétés innovantes. Et ces sociétés-là, avec la crise, elles n'ont pas eu accès au financement. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'en France, on a 11 000 milliards d'épargne. 11 000 milliards d'épargne. Donc en fait, si on veut créer des emplois, on n'a pas à attendre l'autre qui va nous faire une loi. C'est simplement, on prend notre portable, on a la fintech Holders en l'occurrence, et on dit, j'investis 500 € et je crée des emplois pour mon frère, pour ma soeur, et je fais en plus une plus-value. Donc finalement, non, on n'est pas uniquement en train de prendre le marché des banques, on est en train de leur montrer que l'innovation, c'est quelque chose de sympa, et que l'innovation, ce n'est pas pour des gens perchés qui sortent d'école, etc. L'innovation, c'est simplement quelque chose qui va permettre à tout le monde d'avoir un quotidien plus sympa. Voilà. Qui dit investissement dit quand même risque. À vous écouter, on a l'impression que je mets de l'argent, ça tombe tout seul. C'est pas le cas, j'imagine. Oui, vous avez totalement raison, c'est risqué. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que depuis qu'on existe, il y a eu 0 faillite. Donc, parce que sur 1200 sociétés qu'on a reçues l'année passée, on a investi dans 5 boîtes. Donc le filtre, il n'est pas juste fort, il est drastique. Donc on considère aussi que la sélection est très importante, et c'est pour ça qu'on est sur 3 secteurs uniques. Parce qu'on ne peut pas être bon et être dans tout. C'est la sélection que vous faites. Comment ça se passe ? Alors, il y a 3 filtres en fait, qui sont importants. Le premier, c'est les secteurs d'activité, donc la santé, la silver economy et les objets connectés. Le deuxième, en fait, c'est que nous, nos analystes, on va passer de 1200 à une cinquantaine de sociétés. Et finalement, sur chacun de ces secteurs d'activité, vous allez voir qu'il y a des experts sectoriels, donc qui sont utilisés par des fonds, des family office, etc. Donc, ils connaissent vraiment le métier. Et une fois qu'on a réussi à identifier les 10 boîtes sympas, on va demander à notre communauté, est-ce que vous y croyez ? Ils vont dire oui, non, j'y crois pas. Et à partir du moment où il y a une adhésion de tout le monde, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 1000 personnes par semaine qui rejoignent Holders, qui investissent dans les innovations qui leur parlent finalement, et 400 000 € par mois. Voilà. Donc 1200 candidats finalement au financement, il vous en reste pas beaucoup au final, c'est un filtre fin. Oui. On ne peut pas vouloir de la qualité et en afficher beaucoup. Qui sont les crowdfunders ? C'est des gens qui sont habitués à l'investissement ou ils se disent tiens, ça c'est sympa, il y a de l'affinité, j'ai envie de financer un truc local, un truc qui me concerne comme la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est des nouveaux arrivants du financement du capitalisme, on pourrait dire, hein ? Oui, c'est ce qu'on constate. Le vrai exemple, c'est ce qui s'est passé en mars dernier. On a organisé un co-funding live. Un co-funding live, c'est quoi ? C'est qu'on avait quelques boîtes dans la salle qui ont fait un pitch de 2 minutes et on demandait à la foule, en fait, s'ils y croyaient, d'y investir. Donc c'était l'équivalent d'un téléthon, mais en investissant, en prenant des parts dans le capital. Il y avait 1500 personnes dans la salle et en 2 heures, il y a eu 400 000 € investis. Alors, donc c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est moi, c'est vous, c'est un étudiant. À partir du moment où vous vous rendez compte que cette innovation-là, vous en avez besoin, en plus, elle est sécurisée parce que vous avez des professionnels qui vont investir avec vous et en plus, cette plateforme-là, Holders investit à vos côtés. Donc ce qui manquait, c'était le tiers de confiance qui va dire effectivement, c'est sérieux cette affaire, effectivement, on y croit, on ne va pas se contenter de vous dire écoutez, mettez de l'argent, c'est bien, mais nous, on ne le fait pas. Donc ce qui manquait finalement, c'était l'application et l'outil. Et à partir du moment où on a tous cet outil-là, tout le monde peut investir. Donc en réalité, aujourd'hui, on constate que c'est essentiellement des hommes. C'est une petite déception, on aurait souhaité que ce soit plus équilibré, il y a 80% d'hommes. C'est essentiellement des personnes qui ont autour de la quarantaine. C'est un petit... on espère que ça va changer, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes qui sont en France, en Belgique, même en Asie, qui investissent directement sur Holders. Et ça se fait en quelques clics, vous avez toutes les attestations, tout ce qu'il vous faut, en fait, automatiquement généré sur votre compte. Pour reboucler avec la première intervention, est-ce qu'il y a un rapport en tout cas une synergie entre blockchain et crowdfunding, Claire ? Oui, en tout cas personnellement, j'ai eu une intervention sur Finance TV, sur la blockchain, et merci Claire qui a très bien expliqué en fait la blockchain. Ce qui est en train de se passer, c'est que les personnes pour investir, elles investissent généralement via un PEA en fait, parce qu'il y a des incitations fiscales. Et donc grâce à la blockchain, on crée juste des tuyaux entre une banque et nous par exemple. Et on n'a pas à s'envoyer des papiers pendant 3 semaines, quoi. Avec le nœud blockchain. Il y a d'ailleurs une initiative qui a été lancée par M. Macron il y a quelques mois pour digitaliser des titres spécifiques donc, qui s'appellent les mini-bons et pour permettre notamment à des systèmes de crowdfunding d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus fluides. Oui.
Ok. Troisième invité, Christian Sinobas, Kiwi. Donc vous m'avez-vous dit, digitaliser la caisse automatique. La caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse, pardon. Ouais. Bonjour. Qui peut être automatique. Donc nous, on a un lien avec Holders aussi. Mais je viens d'apprendre à l'instant que j'ai 5 chances sur 1000 d'être retenu. En tant qu'entreprise, ça fait mal. Hein. J'en parlerai au patron. Ça fait mal. Mais bon, on y croit quand même. Donc aujourd'hui, on est tous là pour vous parler de ubérisation et banque. Il y a une définition. L'ubérisation, c'est un terme fourre-tout. Pour commencer, c'est vraiment un terme fourre-tout. Il y a beaucoup de définitions différentes. Une définition que j'aime bien et qui est très liée à ce que tu as raconté, c'est la prise du pouvoir par le consommateur. Le consommateur prend le pouvoir. C'est ce que tu as très joliment dit avec le smartphone. Maintenant, cette prise de pouvoir par le consommateur n'est pas forcément positive ou n'est pas que positive. Donc si vous prenez le monde des taxis, c'est très positif probablement pour le consommateur, ça l'est peut-être moins ou plus difficilement pour le travailleur. Il y a beaucoup de questions sur la partie travailleur. Si on prend Airbnb, qui a ubérise l'hôtellerie, là aussi, très bien pour le consommateur. Par contre, pour les petits hôtels, il y a débat. C'est utile, mais il y a débat. Donc ce que je trouve assez sympa dans l'ubérisation de la finance, c'est qu'au moins, côté travailleur, on tape plutôt sur des grandes banques multinationales et il n'y a pas beaucoup de petites banques de proximité à tous les coins de rue. Donc l'ubérisation de la finance me pose, à mon avis, moins de problèmes éthiquement et apporte plus de solutions même que l'ubérisation d'autres industries. Avant de continuer, pardon, est-ce que les Américains ont un nom pour les banques, c'est too big to fail, c'est-à-dire que clairement, ce n'est pas un secteur comme les autres. Je veux dire, si le secteur bancaire s'écroule ou a des grosses difficultés, on sait que les conséquences sont gigantesques pour l'économie mondiale. Est-ce que je suis d'accord que tous les secteurs vont être, si ce n'est ubérisés, en tout cas digitalisés, mais est-ce que le secteur bancaire, c'est une question que je pose à vous tous, hein, il est finalement pas plus résistant à ça? Moi, je rejoins ce que disait Claire sur on va pas remplacer la banque. Je pense que la banque est un peu en retard au niveau technologique, elle découvre et elle se fait secouer. Elle se fait un peu secouer, maintenant elle est suffisamment forte et suffisamment intelligente pour absorber et pour développer un nouveau modèle d'affaires qui est en lien avec son temps, qui est en lien avec le XXIe siècle. Donc je pense que quand vous attaquez des chauffeurs de taxi, quand vous attaquez des petits hôtels, c'est autre chose. Là on est en train de secouer des monstres pour qu'ils fassent un peu plus attention aux consommateurs, mais je ne pense pas qu'on va les remplacer non plus. Donc de mon côté, moi j'ai fait une dizaine d'années dans la microfinance. Mon domaine, j'ai travaillé chez Positive Planet, d'ailleurs, à créer des banques de microfinance. Et le consommateur chez nous, c'était la micro-entreprise, le micro-entrepreneur. Et j'aimerais vous parler un petit moment de ce consommateur-là. Je vais parler de l'ubérisation de la finance que je connais, qui est dans le domaine de la microfinance. Donc le consommateur et le micro-entrepreneur. Si j'ai retenu 3 choses fondamentales de ce qu'est un micro-entrepreneur, ce sont les choses suivantes. Premièrement, leur force de travail. Deuxièmement, la dignité qu'ils mettent dans leur travail. Et troisièmement, l'injustice dont ils sont victimes. Force de travail parce qu'on est sur du 7 jours sur 7. C'est des gens qui travaillent 10 heures, 12 heures par jour. Souvent, c'est des femmes. Et c'est un détail très important parce que non seulement elles travaillent, mais en plus, elles doivent s'occuper de leurs enfants. Et elles ne savent pas qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants avant et après le travail, mais aussi pendant le travail. Donc vous avez vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une force de travail impressionnante. Je ne me regarderai plus jamais comme un grand bosseur après avoir vu ces micro-entrepreneurs. Deuxièmement, la dignité, comme j'ai dit. La première micro-entrepreneuse que j'ai rencontrée, c'était à Buenos Aires, dans un quartier très défavorisé, qui s'appelait Anna. Elle m'a donné une grosse leçon sur la partie dignité. C'est quelqu'un qui est arrivé pour rembourser un microcrédit à une réunion, je participais, et qui a dit
je suis fier de moi. Et moi qui venais avec mes grandes idées d'aide au développement, Nord-Sud, etc., je pensais qu'elle allait venir dire merci. Et elle n'est pas venue dire merci, elle est venue dire je suis fier de moi. Et je me suis rendu compte à quel point la finance pouvait, non seulement on est dans la génération de revenus, on est dans la génération d'opportunités, mais avait un rôle extrêmement fort au niveau de la dignité. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont créatives, qui ont leurs petites entreprises et qui ont finalement le droit d'être fiers d'eux. Et ce qu'elles demandent, ce n'est pas la charité, ce n'est pas qu'on leur donne, ce n'est pas des bénéficiaires qui vont nous dire merci, mais c'est des gens qui vont dire « je suis fier de moi » parce qu'on leur a vendu, parce qu'on a été d'accord de leur vendre un produit. Donc je pense que la finance, dans le domaine du microcrédit, de la microfinance, a un rôle très très fort sur cette dignité. Mohamed Younous, prix Nobel de la paix en 2005, qui a créé Grameen Bank, que vous connaissez peut-être, place la microfinance dans les droits humains fondamentaux. J'y croyais pas trop au début, mais cette anecdote, cette histoire que je viens de vous raconter avec Anna, me confirme que vraiment le droit à la finance peut être perçu comme un droit fondamental. Troisièmement, l'injustice. L'injustice parce que une personne comme Anna n'a tout simplement pas le droit d'être malade, et ses enfants non plus. Une injustice parce qu'il y a une énorme vulnérabilité. Et quand vous comparez avec quelqu'un comme moi, j'ai une assurance chômage, j'ai une assurance maladie, j'ai une assurance vieillesse, une assurance accident. Et je les ai parce que c'est obligatoire, parce que l'État m'oblige à prendre soin de moi. Donc si vous voulez, on parle souvent qu'il ne faut pas être assistentialiste vis-à-vis du Sud, etc. Nous sommes les plus maternés, en tout cas personnellement, je me sens materné et privilégié et soutenu par des safety nets qui me sont imposés pour mon propre bien. Quelqu'un comme Anna, elle n'a pas le droit d'être malade. Quelqu'un comme Anna, si on en revient plus à la finance, c'est quelqu'un qui va mettre tous les jours son argent sous son matelas. C'est comme si vous alliez déposer vos économies sous un banc dans un parc public près de chez vous. On n'en est pas loin. C'est quelqu'un qui n'a pas accès à un compte bancaire et c'est quelqu'un qui doit planquer son argent chez elle. Et je vous raconte une petite anecdote à ce niveau-là. Vous verrez souvent, si vous allez chez des micro-entrepreneurs, un très grand frigidaire ou même 2 télés énormes. Et donc, premier réflexe, c'est il va falloir leur faire une assistance technique, les aider à améliorer leur gestion, à comprendre que faire avec leur argent, etc. Vous savez ce qu'on m'a répondu quand je venais avec mes grands principes? La télé, c'est assez difficile de la faire sortir par la fenêtre. Et j'ai compris que ces gens, parce qu'ils n'avaient pas accès à la finance, étaient obligés de transformer cet argent en quoi que ce soit pour consommer, parce qu'au moins c'est un actif, c'est là, c'est à moi, c'est tangible. Donc l'accès à la finance est important. Alors maintenant, si on prend qu'est-ce qui arrive à des gens comme Anna, c'est des gens qui commencent à avoir accès à la finance avec le microcrédit, mais pour moi, la microfinance, ça reste la banque du 19e siècle. C'est une banque qui est très proche de sa mission, de la fonction de la banque, de l'utilité, mais ça reste une banque qui est venue avec des produits qui sont encore déficients, qui sont partiels, crédit mais peu d'épargne par exemple, peu d'assurance, des réseaux très faibles, une infrastructure beaucoup moins forte que ce que la banque pourrait apporter. Donc si vous voulez, cette injustice au niveau de la finance, c'est que la banque du 19e siècle a dû venir remplacer la banque du 20e. La banque du 20e siècle n'a pas voulu faire son travail, n'a pas voulu offrir est le mauvais terme, vendre des produits et des services à des centaines de millions de micro-marchands. Et vous vous retrouvez avec une banque du 19e qui vient faire le travail. C'est déjà bien parce que la microfinance a prouvé que les pauvres remboursent, mais il faut quand même noter que la banque du 20e siècle a une dette énorme, qu'elle a ouvert une grande faille de marché et qu'elle
elle n'a pas permis à des centaines de millions de personnes de développer leur créativité. Il y a une grosse responsabilité de la banque dans un manquement à leur mission première. Maintenant, on est dans le 21e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et la FinTech apporte pour moi clairement un espoir. Je vais vous parler un petit peu de Kiwi. Donc, Anna a un smartphone, comme vous et moi. Ça fait pas longtemps qu'elle a un smartphone. Les smartphones, pays émergents, ça commence. Mais disons que la plupart des micro-entrepreneurs aujourd'hui commencent à avoir un smartphone. Et ça a vraiment donné le pouvoir à cette personne, à ces micro-entrepreneurs vis-à-vis des banques. On sent vraiment une prise de pouvoir, on sent cette définition du consommateur qui prend le pouvoir. Pourquoi? Parce que, par exemple, Kiwi, nous avons digitalisé la caisse. Donc, au lieu d'avoir son petit livret de notes, elle fait sa caisse sur son smartphone. Et nous avons un petit dispositif qui se met sur l'audio du téléphone et qui permet à cette micro-entrepreneuse d'accepter les paiements par carte. Donc c'est caisse, acceptation des paiements par carte. Et ces deux services nous ont permis d'aller plus loin parce que ce que nous avons fait, au-delà du produit, c'est de rendre le micro-entrepreneur visible. Le micro-entrepreneur a les moyens maintenant de démontrer leur activité, de démontrer qu'ils peuvent avoir accès, qu'ils ont une capacité de repayer un crédit, par exemple. Donc nous avons commencé à collaborer avec des banques et nous offrons aujourd'hui des crédits à nos clients à un coût bien moindre, en 3 clics, avec des frictions beaucoup moins fortes que de ce qui se faisait dans la microfinance. Donc on a l'impression qu'avec des entreprises comme Kiwi, c'est une opportunité pour la banque du 21e siècle de faire son travail. Et donc nous sommes très positifs sur cette capacité de collaborer entre banques et microfinance. Et je terminerai juste en disant que ce qui est important, c'est pas si on va ubériser ou pas les banques. Franchement, personnellement, c'est un peu le dernier de mes soucis. Ce qui est important, c'est de savoir si des gens comme Anna, comme tous ces micro-entrepreneurs, vont avoir le droit d'acheter des produits et services financiers dont vous et moi avons accès depuis déjà des années. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le sujet. Merci. Effectivement, vous créez un marché et vous n'allez pas sur les plates-bandes d'autres institutions bancaires. On espère même les inviter à venir sur ce marché. On pense tracer un peu la voie. Ouais. Ouais. Hugues Lebray, Compte Nickel, c'est banque du 20e ou du 21e siècle? Alors d'abord, nous, on s'est complètement trompé. On est parti du principe qu'il fallait apporter une solution aux interdits bancaires. Et il y a en France 2 millions d'interdits bancaires. Et donc on s'est dit, c'est compliqué de toucher son RSA, d'avoir ses allocations familiales ou même d'avoir son salaire. C'est compliqué de payer la cantine des enfants quand on vit complètement en cash. Et donc c'est pas normal puisque la vie est électronique et que dans les magasins on paye en carte et que c'est quelque chose d'important d'avoir une identité bancaire. Et donc on a créé le compte Nickel, qui est un compte tout simple, qu'on ouvre en 5 minutes chez le buraliste. Et c'est un compte un peu comme un porte-monnaie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a dedans. Et donc, sur chaque opération, on vérifie s'il y a le solde. S'il y a le solde, on paye. S'il n'y a pas le solde, on ne paye pas. Et du coup, comme on ne fait pas de crédit, on n'a pas besoin de juger, de jauger les gens, de regarder combien ils gagnent, de regarder combien ils dépensent. Et donc, c'est sans condition de revenus, sans condition de patrimoine. Donc, tout le monde peut ouvrir un compte. Il faut avoir plus de 12 ans et une pièce d'identité en cours de validité. C'est tout. Et on est parti avec 3 mots très simples qui devaient guider notre action et qui sont inscrits partout chez nous. Le premier, c'est l'universalité. Ça veut dire qu'on s'adresse à tous, sans condition de revenus, sans condition de patrimoine, mais aussi on traite tout le monde de la même manière. C'est un peu comme le stylo bic, quoi. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, il y a beaucoup de technologie dans la pointe, il y a beaucoup de technologie dans l'encre, mais tout le monde peut l'acheter. Et tout le monde l'utilise et ce n'est pas statutaire. Si on est dans le besoin, qu'il y ait le besoin d'écrire. Le deuxième mot, c'est transparence. Il n'y a pas de frais cachés, il y a une grille de tarifs qui est en 5 lignes et on dit nos marges. Donc les gens comprennent tout à fait ce qu'on fait et comment on gagne notre vie. Et le troisième mot, c'est simplicité. Donc universalité, transparence, simplicité. Comment vous gagnez votre vie, justement? On peut se poser la question. Alors je vais venir, je vais dire qui vient et après comment on gagne notre vie.
Et on s'est complètement trompé parce que, est-ce que vous savez combien il y a de Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois? Et là, c'est une étude de Cofidis qui est sortie cette semaine. C'est 25% des gens qui ne bouclent pas leur fin de mois. Est-ce que vous savez combien il y a de Français qui sont en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par trimestre? C'est 45%. Je n'ai pas dit en découvert, j'ai dit en dépassement d'autorisation de découvert. Qu'est-ce que c'est qu'un dépassement d'autorisation de découvert? C'est j'ai mis les pieds de l'autre côté de la ligne rouge. Quand j'ai ouvert un compte dans une banque, on m'a dit tu as une autorisation de découvert de 300, 400, 1000 euros. Donc déjà, si tu passes en découvert, c'est 13% d'agio. C'est beaucoup plus que le sandwich. Et si tu es en dépassement d'autorisation de découvert, c'est un agio qui passe de 13 à 23%, mais au sens de la loi, c'est un incident. Et les frais d'incident ont été plafonnés par le législateur à 8 euros par opération et à 80 euros par mois. Ça fait 960 euros par an. Mais qu'est-ce que c'est qu'un retrait au distributeur de 20 euros derrière un dépassement d'autorisation de découvert? Ben, c'est un nouvel incident. C'est 8 euros. Ça coûte 8 euros le retrait de 20 euros. Qu'est-ce que c'est qu'un rejet de prélèvement? C'est 20 euros. Et EDF le représente 4 jours après, donc c'est de nouveau 20 euros. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de relance de la banque qui vous dit qu'il faut rembourser? C'est 13 euros. La réalité, c'est que si on prend les déciles de la population française, le coût de la banque, c'est une courbe en L, des moins aisés aux plus aisés. Les pauvres payent tout ce que je viens de dire, et les riches ont la gueule gratuite dans les banques. Et donc là, on n'est pas dans l'universalité, on traite tout le monde de la même manière, au même prix, au même coût. On ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Voilà. Et donc, nous, on s'est rendu compte que la clientèle du compte nickel, bien sûr, c'était des gens qui étaient interdits bancaires, et on ne sait pas combien on a interdits bancaires, parce qu'on ne leur demande pas, puisqu'on n'est pas intrusif. Mais c'était ces 45% de Français. Et le coût de la banque, pour ces gens-là, c'est 400, 500 euros. Et avec un compte nickel, on ramène l'ardoise à moins de 50 euros par an. Comment on gagne notre vie? Vous payez un abonnement de 20 euros par an. Vous allez chez le buraliste, vous ouvrez votre compte, vous payez 20 euros au buraliste, il vous donne une carte nickel. Il y a une borne, vous scannez vos documents d'identité, on les authentifie, on fait le dossier client de manière très rapide, ça dure 4 minutes. Et ensuite, on vous édite un relevé d'identité bancaire, on active la carte chez le buraliste, donc vous êtes bancarisé en 5 minutes. Vous avez une identité bancaire. Et après, vous avez vos applications sur les smartphones, vous avez votre site internet, vous faites des virements, des prélèvements, vous donnez votre RIB à votre employeur, c'est très très simple. Donc vous payez 20 euros par an pour tout ce qui est de technologie électronique. Tous mes paiements cartes, tous mes virements, tous mes prélèvements, l'ensemble. La règle du jeu, c'est que tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu as. Donc sur chaque opération, je regarde s'il y a le solde. S'il y a le solde, je paye. S'il n'y a pas le solde, je ne paye pas. Mais tu n'es pas puni, tu n'es pas viré, je ne prends pas de frais, je ne prends pas d'agio, etc. C'est comme mon porte-monnaie, je suis dans un magasin, j'ai l'argent dedans, je paye, je n'ai pas l'argent, je ne paye pas. Donc c'est un compte qui est complètement électronique, mais on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a. Et c'est ça qui intéresse les gens parce qu'ils reprennent le contrôle. Après, on a deux autres tarifs très simples. C'est si je manipule du cash, en gros, c'est-à-dire que si je fais un dépôt chez le buraliste ou si je fais un retrait au distributeur. Et moi, je facture le retrait au distributeur parce que la banque me facture 65 centimes chaque fois que j'ai un client qui fait un retrait dans son distributeur. Et à la limite, c'est normal, elle a des coûts, elle a des transports de fonds, elle a du personnel. Et moi, je fais une marge de 35 centimes. Et je dis à mes clients, c'est 1 euro le retrait au distributeur. Et mes clients font 27 retraits par an au distributeur en moyenne. Et donc, ils n'ont pas de problème à payer parce que, autant je dis, il n'y a pas de repas gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit. On paye tout et on paye à l'acte, mais c'est des prix justes et c'est des prix compréhensibles. J'aurais pu dire, les gens font 27 retraits, donc je vais faire comme les banques, je vais faire la carte à 47 euros, et puis les retraits sont gratuits. Mais il n'y a aucune raison que la personne qui ne fait pas de retrait, et notamment tous les jeunes, paye 47 euros quand le prix pour l'électronique, c'est 20 euros. Donc on est vraiment, je paye que ce dont j'utilise. Donc on est dans le besoin. Et le dépôt d'espèces, c'est 2% qu'on partage avec le buraliste, qui est beaucoup moins cher qu'un mandat cash dans une banque quand on veut payer une facture, qui est plutôt 5%, qui est beaucoup moins cher qu'un découvert à 13%, qui est beaucoup moins cher qu'un crédit à la consommation. Et donc, voilà nos revenus. Et puis en plus, on a la commission d'interchange sur les paiements. Et donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'un client paye avec sa carte, le commerçant, la banque du commerçant prend au commerçant 0,3% en moyenne. C'est moins si on a un grand distributeur et plus si on a un tout petit commerce. Et la banque du commerçant nous renvoie une fraction de cette commission. Donc on gagne à peu près, nous, 10 centimes par paiement carte. Et nos clients font 137 paiements carte. Donc aujourd'hui, on s'est créé en février 2014. On ouvre plus de 1000 comptes par jour. On va ouvrir 25 000 comptes au mois de septembre. Et on est le premier ouvreur de compte en France. On a déjà une notoriété spontanée de 12,5%. Donc c'est pour ça que je n'ai pas demandé qui connaît le compte nickel, parce que contrairement au smartphone, là, il y aurait eu 12,5% des gens qui auraient répondu et j'aurais eu honte. Et donc on a encore beaucoup de travail à faire. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres segments. C'est que d'abord,
on offre une solution à ces 45% de Français à qui on fait faire plusieurs centaines d'euros d'économies par an, donc ils viennent massivement, parce que finalement, si on regarde la population française, on sait très bien qu'il y a 50% des gens qui n'ont pas accès au crédit, parce que pour avoir un crédit, il faut avoir un CDI, il faut avoir des revenus réguliers. En gros, il faut gagner plus de 2 000 euros net, pour être simple, pour être accessible chez CTLM ou ailleurs. On sait qu'il y a 45% des Français qui ont 95% des avoirs nationaux, et c'est les seuls qui épargnent financière ou épargne patrimoniale. Il y a 55% des Français qui sont propriétaires. Donc il y a 45% des Français qui ont leur salaire et qui le dépensent tous les mois et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. En gros, c'est ça la réalité. Donc ces gens-là, ils n'ont pas besoin de banque, ils ont juste besoin de payer, d'être payés de manière sécurisée, d'avoir un reporting en temps réel et de reprendre le contrôle. Quand on regarde son solde dans une banque, c'est pas son solde, il y a toujours des frais, il y a toujours des opérations en cours, etc. Quand on regarde son solde sur Nickel, c'est son solde parce qu'à chaque seconde, on sait exactement où on en est. Et chaque fois qu'on fait un paiement, c'est inscrit sur le site, c'est inscrit sur l'appli à 11h22 si on a payé à 11h22. C'est-à-dire qu'on sait que c'était dans telle pharmacie, que c'était 12 euros et on a le nom et l'adresse du pharmacien et puis on sait que c'était la pharmacie. C'est-à-dire qu'il y a un reporting, c'est une boîte de technologie qui est important. Et puis, pour ne pas abuser du temps, on a 3 autres segments qu'on n'attendait pas. Le paiement sur Internet, c'est 30% de nos paiements cartes. Les gens considèrent qu'avoir un compte bloqué sur lequel je vais mettre 500 euros, si je suis victime de phishing, on ne va pas me débiter de 2000 euros. Si je suis victime de phishing, je le saurai en temps réel. Je bloque en un clic. On me donne un code et je renouvelle ma carte chez le buraliste dans l'après-midi. Je n'ai pas besoin d'attendre 10 jours qu'on me la renvoie par la poste. Et puis si je suis victime de phishing, on n'a pas accès à mon assurance vie, à mon salaire, etc. Donc ça devient la carte pour payer sur Internet. Et donc c'est un compte bloqué, donc c'est un compte supplémentaire. Et je désexpose mes avoirs de la toile en le cantonnant sur un compte Nickel. Le paiement international, moi Mastercard ne me coûte pas plus cher si vous payez au Vietnam, aux États-Unis, en Angleterre. Donc je prends 0. Donc les autres banques prennent en moyenne 5 à 6%. Donc dès que vous voyagez, vous gagnez 5% sur chaque paiement en ouvrant un compte Nickel pour 20 euros chez le buraliste. Et puis, on est le seul compte pour les 12-16 ans. Dans une banque, on peut ouvrir un compte avec accord parental à partir de 16 ans. Nous, à partir de 12 ans, vous ouvrez votre compte. Votre fils part en Angleterre, vous l'ouvrez un compte Nickel et il est bancarisé. Il a son espace Internet et il peut faire ce qu'il veut. Et donc, pour répondre à l'ubérisation des banques, moi, je ne partage pas ton avis. Et le too big to fail, c'est 30 banques systémiques dans le monde. Il faut les splitter, et puis, c'est-à-dire les diviser. Et les banques systémiques, elles sont concentrées sur les pays type les pays européens. Et il y en a 4 qui sont des banques françaises. Et pourquoi ? Parce qu'on finance l'économie avec de la dette, et beaucoup trop les entreprises avec de la dette, et pas assez du capital. Et donc si on va dans des pays comme les États-Unis, c'est tout à fait l'inverse. D'ailleurs, c'est l'inverse de la France. Les Français ont beaucoup d'épargne, et ils dépensent peu, et il n'y a pas de croissance. Les États-Unis ont peu d'épargne et ont beaucoup de crédit à la consommation et consomment énormément, mais l'ensemble de l'économie est financé par du capital, alors que nous, l'ensemble de l'économie et l'économie européenne dans son ensemble est beaucoup trop financée par de la dette, et c'est ça qui fait que c'est systémique. Donc si on considère qu'une banque de détail, c'est 3 métiers, c'est que 3 métiers, quels sont vos besoins ? Il y a un besoin qui est d'être payé, je viens de dire qu'on n'a pas besoin de banque, on a besoin d'une boîte de technologie, qu'aujourd'hui, à l'époque du temps réel, on ne s'est bien fait dans une boîte de technologie que dans une banque. Le deuxième métier, c'est de faire du crédit, et il y a des tas de spécialistes, et notamment de fintech, qui proposent ça, que ce soit en peer-to-peer à travers des plateformes, ou qui proposent de le faire de mieux, c'est-à-dire qu'il y a le microcrédit, ce n'est pas inventé par les banques, des sociétés comme Ferratom, qui sont dans une quarantaine de pays et qui viennent d'arriver en France, ils font du crédit à 200 euros ou à 100 euros qu'on rembourse en 15 jours avec des... voilà. Il y a des tas de solutions qui se créent. Et puis le troisième besoin qu'on a, c'est l'épargne. Et donc là, il y a aussi des tas de solutions dans les fintech. Donc théoriquement, pour être payé pour financer ses projets ou pour placer son épargne, on n'a plus besoin de banque. Et donc, il y a une vraie inquiétude. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie sur les banques. Elle pense que l'ubérisation va venir par les paiements. Tu fais des paiements, tu fais du financement. Nous, on fait des paiements. Et elle pense qu'elles vont perdre 23% de leur activité. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de scénario de rupture où toutes les banques vont se casser la figure d'un seul coup. Je pense qu'il y a beaucoup de conservatisme. Les banques vivent beaucoup sur l'épargne des Français, dont tu as dit les montants tout à l'heure, et donc ont une rentabilité sur les commissions sur l'épargne qui est très élevée, et sur les frais d'incident, tels que j'ai dit tout à l'heure, qui sont très très élevés. Nous, on règle le problème des frais d'incident et on réduit l'ardoise pour les Français. J'espère qu'on aura quelques millions de clients. Aujourd'hui, on en a 378 000, on en aura 500 000 à la fin de l'année. Donc j'espère qu'il va y avoir un effet des multiplicateurs. J'espère qu'on aura beaucoup de concurrents qui vont faire la même chose que nous et qui vont proposer des offres un petit peu différentes. Et puis, puisqu'on est dans la positive économie, je terminerai parce que je ne veux pas mobiliser la parole, mais on distribue chez le buraliste.
Et pourquoi on distribue chez le buraliste? Parce qu'il y en a besoin. C'est parce qu'il y a le tabac, il y a les timbres fiscaux, il y a les jeux, il y a la presse, tout se casse la figure, ils sont inquiets pour leur avenir. Il y en avait 34 000 il y a 10 ans, il y en a 25 000 aujourd'hui, il y en a 27 000 il y a 2 ans. Et donc ils ont besoin de réinventer leur métier, ils ont besoin de rester ancrés dans les terroirs, on a besoin de commerce dans les petits villages. Et donc on a aussi une dimension très très forte dans notre modèle, qui est de faire les choses très différentes des autres. Et donc on ne distribue pas sur Internet, c'est contre-intuitif pour une société de technologie à l'époque de l'ubérisation, et on distribue dans des réseaux physiques qui sont proches des gens. Et on est très fiers, d'un côté, d'aider les gens à avoir une identité bancaire pas chère, et de l'autre côté, à aider les buralistes à inventer leur métier de demain. C'est une belle success story. Deux questions, vous pouvez applaudir, effectivement. Deux questions. Comment vous regardez les banques et les banquiers? Est-ce qu'ils disent, bon, ils nous drainent, entre guillemets, une population qui est source de problèmes, etc. Tant mieux, voilà. Ou est-ce qu'ils disent, cette population-là, elle nous rapportait pas mal de frais bancaires, donc ils sont dans la concurrence? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous observez auprès de vos clients, qui sont interdits bancaires, etc., des changements de comportement, c'est-à-dire plus responsables par rapport à l'argent? Alors, deux choses. Ce que pensent les banques, je m'en fous, donc j'en sais rien. On regarde toujours la concurrence. Il n'y a qu'une banque qui m'intéresse, c'est la Banque de France. Et on est agréé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est-à-dire la Banque de France qui nous audite et qui nous contrôle. Et son avis m'intéresse beaucoup. L'avis des autres banques m'intéresse peu. Alors je pose la question. J'aimerais bien qu'elle parle beaucoup de moi pour me faire de la pub. Mais je pose la question autrement. Est-ce que les banques regardent votre business en disant il nous échappe? Peut-être qu'on pourrait réfléchir. Je vais faire un parallèle, plus ou moins heureux. Renault, quand il a sorti les Dacia, c'est-à-dire une offre low cost, ils se sont aperçus que ça a pas mal cannibalisé leur marque propre. Est-ce que les banques se disent, oh là, il y a de l'argent à faire et qui risquent d'ouvrir une offre low cost qui pourrait être telle que la vôtre? 50% de nos clients viennent parce qu'on n'est pas une banque. Et donc, le rapport intrusif de la banque ne leur plaît pas. Ensuite, dans le changement de comportement, il est énorme. À partir du moment où je ne peux pas dépenser plus que ce que j'ai, je dépense moins. Donc les clients nous disent, grâce à vous, je ne suis plus jamais dans le rouge. Et donc la tendance sociétale qui est forte, c'était quoi l'inconnu sur notre modèle? C'est est-ce que les gens veulent dépenser plus que ce qu'ils ont? Et la réponse est non. On est à l'ère de la consommation comparée, de la consommation sobre, de la consommation juste, de l'économie du partage. On fait attention, on compare, on fait des choses rationnelles. Les gens ne veulent plus dépenser plus que ce qu'ils ont de manière subie. Je veux bien dépenser plus si j'achète un frigidaire en 3 fois. Je veux bien dépenser plus si j'achète une voiture pour aller au travail et que je la paye en mensualité. Donc là, c'est un crédit d'investissement. On parlait tout à l'heure de crédit de fonctionnement ou de crédit d'investissement. Et donc, mais ils ne veulent plus dépenser plus par manque d'information et être dans un état punitif qui est derrière. Et donc, à partir du moment où ils dépensent moins que ce qu'ils ont, ils commencent à dégager une capacité d'épargne. Donc ça va être à nous de les aider à faire plein de choses. D'abord, on a toute la donnée, toute la data en temps réel. Donc on est capable de l'analyser. Et on est capable d'aider les gens à analyser leurs propres dépenses, pas dans la manière des agrégateurs de comptes qui vous donnent de la prospective, mais quelles sont les dépenses contraintes obligatoires, quelles sont les dépenses de vie courante, quelles sont, etc. Et de regarder dans ces dépenses-là, d'abord avoir de la prospective, mais de regarder dans ces dépenses-là, lesquelles il fait mal. Par exemple, on est capable de dire aux gens s'ils achètent bien ou mal leur électricité, leur gaz, leur téléphonie. On est capable de dire, vous gagnez 1 500 €, vous habitez tel quartier au Havre, eh bien la moyenne des gens qui gagnent 1 500 € et qui habitent tel quartier dans le Havre ont une répartition des dépenses qui est différente. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc on va regarder si on veut leur proposer des achats groupés. Et dans la directive sur les paiements 2, qui a été votée à l'Europe et qui est en train d'être transposée en droit français par la Banque de France, la donnée appartient au client. Et à partir du moment où la donnée appartient au client, et là c'est une philosophie très différente avec les banques qui considèrent que la donnée leur appartient à eux et qu'elle doit servir à faire des ventes croisées avec des produits bancaires, nous on considère que la donnée appartient au client et que c'est à lui de les mettre sur les API, c'est-à-dire de les mettre sur les espaces où il veut pour bénéficier des avantages qu'il veut. Et donc il va être dans un comportement qui va être dans un comportement de rapport à son argent, à son consommation, qui va devenir très très intelligent. Donc ça c'est un changement de comportement. Et c'est là où les banques vont être complètement ubérisées. Pas forcément parce qu'elles ont de la bonne volonté, mais elles ont une informatique qui a été construite dans les années 65-70
Donc aujourd'hui, elles prennent des routes qui sont des National 7 et qui sont des vieilles autoroutes à péage. Demain, ce sera la blockchain. Donc c'est pas Swift, c'est des vieilles routes. Et il y a des nouvelles routes qui arrivent. Et de la même manière, les comptes courants des particuliers vont devenir des espaces de données intelligentes qui vont aider les gens à mieux se connaître, à mieux acheter, à mieux épargner, à mieux préparer leur avenir. Et donc j'espère qu'un jour, on aura des clients compte nickel qui auront plus que des sandwichs chez Holders. C'est le mot de la fin. J'ai très mal joué mon rôle de timekeeper parce qu'il est midi pile. Donc je vous propose, si ça vous intéresse, et je pense qu'il y a plein de questions intéressantes autour de ces sujets-là, de poursuivre dans la session timekeeper. Je remercie beaucoup nos 4 invités qui ont été pour le coup passionnants. J'avais plein de questions aussi, je ne peux pas les poser, mais je vous le laisse faire. Et le temps d'accueillir la table ronde suivante. Merci beaucoup.